Mesdames, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par l'association Rose Up. Aujourd'hui, on est avec Julie Massé, notre oncodiététicienne, qui va vous expliquer les bienfaits et pourquoi surtout consulter un nutritionniste pendant vos traitements. Donc voilà, pour le plantage de cadre, je vais dire. Je vous rappelle, pour celles qui ne connaissent pas encore ou pour celles qui font leur premier webinaire avec nous, que Rose Up est une association de patients et qu'on agit autour de trois grands axes: l'information, l'accompagnement et la défense des droits des patients. Et donc, toutes ces actions sont possibles grâce à vos dons et vos adhésions que vous pouvez faire sur notre site internet. Donc, pour celles qui sont déjà adhérentes et qui ont déjà donné, on vous remercie beaucoup. Ça nous permet de faire toutes ces actions. Donc, merci à vous toutes. Pour ma part, je me présente, je suis Charlotte, je suis chargée d'accompagnement au sein de l'association. Et n'hésitez pas donc à me poser vos questions dans l'onglet discussion ou l'onglet questions-réponses et je les relayerai à Julie qui se fera un plaisir de vous y répondre. Voilà, voilà. Julie, je te laisse la parole et bon webinaire à toutes. Merci beaucoup, Charlotte. Juste un petit truc, j'aurais besoin de vous faire un partage d'écran tout à l'heure, mais en fin Ok, de webinaire. je le fais tout de suite, comme ça c'est fait. Super, merci beaucoup. Alors, je me présente, je m'appelle donc Julie Massé, je suis diététicienne, je travaille à Bordeaux, voilà, mais dans toute la France. Et ça fait plusieurs années maintenant que j'interviens au sein de Rose Up. Ça fait plusieurs années que je participe à ces webinaires et puis j'interviens aussi en direct à la maison Rose Up de Bordeaux. Aujourd'hui, le principe, c'est de vous expliquer un petit peu pourquoi et le comment de la nutrition et du lien que ça peut avoir avec ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire un cancer, une pathologie compliquée à gérer. Comment est-ce que vous pouvez trouver de l'aide pour cette nutrition? Qui peut vous aider? Comment? À quel endroit? Pourquoi? Voilà. On va essayer de décortiquer un peu tout ce lien qu'il y a entre la nutrition et ce qui vous arrive aujourd'hui et l'importance que la nutrition va avoir autour de tout ça. Il va y avoir, on va dire, plusieurs étapes. Moi, je vais répondre simplement à vos questions. On va dire, la nutrition, c'est quoi? La nutrition, c'est l'alimentation, le rapport que l'on peut avoir avec l'alimentation. On a tous un rapport qui nous est personnel à l'alimentation, on a une éducation, on a plein de choses qui nous sont très personnelles en termes d'alimentation. Et souvent, lorsqu'il nous arrive des choses comme un cancer, ça va être le moment dans notre vie où on va remettre en question plein de choses dans notre vie, et notamment notre rapport avec l'alimentation. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, il y a de vraies raisons. C'est-à-dire qu'on avait une alimentation qui n'était pas très bien équilibrée, qu'on n'y faisait pas forcément très gaffe, qu'on avait peut-être une consommation d'aliments transformés qui n'était pas complètement bonne. Voilà. Donc, c'est un très bon moment de poser des questions et d'essayer de trouver des réponses à ces questions. En tout cas, ce qui est important, c'est que la nutrition, ça reste une question de santé globale, tout le temps. Tout le temps de la vie, du premier jour jusqu'au dernier jour de notre vie, on va se poser des questions sur est-ce que je mange bien, est-ce que j'apporte à mon corps les bons nutriments, parce que en fait, se nourrir, c'est d'abord ça, c'est d'abord apporter à son corps des nutriments, des choses qui vont nous permettre de vivre en fait et de fonctionner correctement. Il y a plein de types de nutriments différents et du coup, c'est normal qu'on ait plein d'aliments différents dans notre alimentation. Mais c'est extrêmement important tout le temps de notre vie, il faudra qu'on ait un état nutritionnel qui soit cohérent, qui soit bien, qui nous permette et qui permette à notre corps de fonctionner correctement. La nutrition, c'est tout le temps, c'est important. Pendant les traitements, on va se poser plus la question de la nutrition pour savoir, comment je vais faire pour pallier les effets secondaires de mes traitements, par exemple. Parce que certains effets secondaires peuvent être compliqués, peuvent rendre difficile le fait de s'alimenter. Ils peuvent modifier les goûts, ils peuvent avoir plein d'actions qui vont être un peu différentes sur ma perception de l'alimentation. Et cette nutrition, je vais peut-être y faire un peu plus attention pendant ces traitements, en rapport avec ces effets secondaires ou en rapport avec mon état émotionnel. Peut-être que je me sens la nécessité de faire un peu plus attention. C'est important avant le traitement aussi. C'est important avant parce que lorsque je vais commencer des chimiothérapies, par exemple, il faudra que mon corps soit relativement apte à faire face
à cette chimiothérapie qui peut être lourde et qui sont des traitements qui ne sont pas toujours faciles à gérer pour notre corps. Donc, on va aussi essayer de, avant les traitements, commencer déjà à se mettre dans ce qu'on appelle un état nutritionnel cohérent, c'est-à-dire avoir assez de vitamines, assez de minéraux pour pouvoir être en forme. Euh, voilà, faire attention à apporter un corps qui est le plus en forme possible avant un début de traitement lourd. Et puis, ça va être aussi important après les traitements, parce que tout va bien, tout va mieux. Je suis sortie de cette phase de traitement, je me sens mieux et je vais éviter d'avoir des difficultés qui sont liées à mon alimentation et je vais éviter d'avoir des difficultés que je vais amener par mon alimentation. Donc, je vais essayer de faire en sorte d'avoir une alimentation qui va me permettre de bien équilibrer aussi après les traitements. En fait, la nutrition, c'est important tout le temps. C'est important du premier au dernier jour de notre vie. C'est important avant de commencer un traitement, c'est important pendant les traitements, c'est important après les traitements. C'est quelque chose qui nous suit constamment. La nutrition, à quoi ça sert? Ça sert, je vous ai dit, à faire fonctionner notre corps. Ça, c'est important. Et hors pathologie, lorsque l'on parle de nutrition, en dehors du moment où on est malade, lorsque l'on parle de nutrition, on se demande un petit peu, voilà, pourquoi est-ce que je devrais faire attention à ce que je mange? On sait que les maladies, il existe plein de maladies différentes, et on sait qu'une partie de ces maladies sont liées à notre alimentation. Et vous l'avez déjà entendu parler de tous ces messages de prévention, et vous avez même entendu tous les jours, peut-être dans votre vie, les messages de prévention que l'on a au niveau alimentaire. On entend souvent il ne faut pas manger trop salé, il ne faut pas manger trop sucré, il faut faire attention au gras, il faut faire attention à la quantité de viande que l'on mange, il faut faire attention à certains produits qui peuvent être plus ou moins cancérigènes. Ça, c'est des choses que l'on entend, et c'est ce qu'on appelle la prévention de la santé publique. En fait, ces messages de prévention, ils sont importants parce qu'ils permettent aux gens d'avoir des repères de consommation alimentaire pour pouvoir essayer de maintenir une alimentation équilibrée. Équilibrée, ça veut dire que j'ai un petit peu de tous les nutriments à l'intérieur de mon alimentation. Cette prévention de santé publique, elle va me permettre de limiter les risques de santé au niveau de l'obésité et du surpoids, par exemple. On sait que dans les sociétés occidentales, on a des gros problèmes d'obésité et de surpoids. On a à peu près 50% de notre population aujourd'hui qui est en surpoids. Donc, on sait que ces messages de prévention, ils sont importants pour essayer de faire attention à ce surpoids et à cette obésité. Ils sont aussi importants pour ces questions de maladies cardiovasculaires, qui sont souvent des maladies qui sont liées à notre alimentation. On peut avoir une alimentation déséquilibrée, on peut manger trop gras, on peut manger trop salé, et ça crée voilà, plein de difficultés. Et puis pareil, on sait que dans la prévention des cancers, on va essayer de faire attention à certains aliments. Je vous ai parlé tout à l'heure de certaines choses qu'on pouvait ajouter dans l'alimentation. La dernière chose qui est sortie là cette semaine, donc la semaine dernière, c'est le rôle des nitrites et des nitrates dans notre alimentation. On a enfin des preuves scientifiques maintenant pour dire que les nitrites et les nitrates sont dangereuses pour nous et que ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Les sels nitrités, c'est des choses qu'on utilise dans la charcuterie, par exemple, qui sont des conservateurs. Voilà, on sait qu'il faut faire attention à notre consommation de ces conservateurs-là. Et ça, c'est des messages de prévention que vous entendez, alors pas forcément tous les jours, mais de plus en plus souvent, et qui sont hyper importants parce que ça nous permet voilà, d'avoir des repères, de savoir à quoi je dois faire attention lorsque je fais mes courses. C'est très difficile pour tout le monde, quand on n'y connaît pas grand-chose en nutrition, de se dire « Ok, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois acheter au supermarché? Comment je vais faire pour pouvoir avoir un caddie qui m'apporte des produits qui ne sont pas trop dangereux pour moi ?» C'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors, il y a des messages de prévention de santé publique que l'on entend, qui nous aident déjà un petit peu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des professionnels qui peuvent nous aider. Il y a des applis qui existent. Alors, je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà utilisé certaines applis. Alors, pour ne pas les citer, il y a des applis qui permettent de noter les aliments en fonction de s'ils sont plus ou moins bien pour nous. Il y a quelque chose qui s'appelle le Nutri-Score aussi qui existe. C'est un score que l'on va avoir sur les étiquettes ou sur les emballages des produits alimentaires qui nous permet de savoir si c'est trop sucré, trop salé, trop riche, trop gras, si ce sont des produits transformés ou pas, ultra transformés ou pas ultra transformés. Ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours évidentes à comprendre lorsque personne ne vous y a sensibilisé ou personne ne vous a expliqué comment ça fonctionnait.
Ça, c'est pas toujours évident, mais ça fait partie des messages qui peuvent nous permettre d'avoir des repères. Qu'est-ce que je dois bien manger ou pas? Qu'est-ce qui est meilleur pour moi? Voilà. La nutrition, ça sert à ça. C'est des questions qu'on se pose comme ça. Tout le monde, hein, donc c'est normal, et tout le monde n'a pas toujours les réponses. Je vais vous aider aujourd'hui à savoir vers qui vous tourner pour avoir des réponses. Pendant la pathologie, on va se poser la question de la nutrition, de pourquoi est-ce que je devrais faire attention à la nutrition lorsque j'apprends que je suis malade. Alors, pendant un cancer particulièrement, il va y avoir plusieurs choses qui peuvent exister. On peut avoir des troubles des goûts ou des troubles alimentaires qui vont se créer. C'est-à-dire, je vais perdre mes goûts. C'est-à-dire, avant, j'aimais certaines choses et pendant le cancer, soit j'ai plus envie de les manger, soit je les aime plus, soit elles me dégoûtent, soit je les adore alors qu'avant, je les adorais pas du tout. En fait, il y a vraiment des choses qui peuvent se modifier beaucoup. Ces troubles de goût, ils peuvent aussi créer des troubles alimentaires. C'est-à-dire qu'avant, je m'alimentais correctement, j'avais 3 repas par jour, c'était pas compliqué pour moi, je n'avais pas de difficultés particulières. Et là, maintenant, je me retrouve complètement perdue. Je ne sais plus ce que j'aime, je ne sais plus ce que j'ai envie de manger, je ne sais plus comment fonctionner. J'ai entendu qu'il ne fallait pas faire ci, j'ai entendu qu'il ne fallait pas faire ça, j'ai entendu qu'il fallait absolument faire attention à telle ou telle chose. Et ça crée souvent de grosses difficultés qui peuvent créer des troubles alimentaires réels. C'est-à-dire, je ne sais plus comment faire pour manger. Du coup, je ne sais plus comment manger. Du coup, je grignote, je ne fais plus vraiment de repas. Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent être compliquées. Pendant un traitement, on peut être très fatigué. Il faut qu'on ait une alimentation qui nous apporte de quoi être en forme le plus possible en tout cas. Et il faut essayer de trouver des solutions pour faire attention à ne pas rester coincé dans ces troubles alimentaires. Ces troubles alimentaires, ces troubles de goût, ils sont liés parfois à ce que je ressens. Si je suis dans une situation qui est compliquée pour moi et j'ai du mal à ressentir cette situation, ça peut être compliqué. Ils peuvent être liés à la maladie. Je peux avoir un cancer de la gorge, par exemple. Et alors là, ça devient compliqué pour moi de manger, tout simplement. Je peux avoir un problème dans la bouche. Je peux avoir un problème au niveau digestif. Et tout ça, ça crée des modifications. Et ça crée des choses qui sont compliquées pour moi. Je peux avoir aussi des choses qui sont liées au traitement. Tout à l'heure, je vous parlais des effets secondaires de la chimiothérapie, par exemple. On sait qu'il y a de très nombreux effets secondaires pour celles peut-être qui ont commencé leur chimiothérapie ou qui vont les commencer ou qui ont eu le début de leur protocole. Souvent, on vous donne des listes d'effets secondaires en vous disant, voilà, c'est du plus probable au moins probable. Mais on ne peut pas savoir quel effet secondaire vous allez avoir. Certains n'en ont pas du tout, d'autres en ont beaucoup. Et on a des effets secondaires qui vont avoir un rapport avec notre capacité à manger. Par exemple, on va avoir des effets secondaires qui peuvent créer des problèmes dans la bouche. Et du coup, j'ai du mal à manger. Parce que si ma bouche, elle est douloureuse, ça va être compliqué de manger pour moi. Si ma bouche, si j'ai du mal à mâcher, parce que mes dents me font mal, ça aussi, ça va être quelque chose qui va compliquer mon rapport à l'alimentation. Et tout ça, ça peut créer des troubles alimentaires, ça peut créer des situations qui sont compliquées pour nous, on ne sait pas comment trop faire. Le deuxième point, pendant les traitements, qui peut poser beaucoup de problèmes, et ça, vous n'en avez pas toujours conscience. Nous, soignants, c'est quelque chose auquel on doit faire très attention, mais vous, on ne vous en parle pas toujours, donc vous n'avez pas toujours conscience que c'est quelque chose d'important. C'est ce qu'on appelle la dénutrition. Alors oui, forcément, ça a un rapport très important avec la nutrition. La dénutrition, c'est une situation de corps où vous vous retrouvez, où vous avez perdu beaucoup de poids dans un temps assez petit. Et en fait, ce poids que vous avez perdu, c'est souvent beaucoup plus du muscle que du gras, malgré tout. Vous auriez bien aimé perdre du gras, mais c'est beaucoup plus du muscle que du gras que vous avez perdu. Et le problème, c'est que vous avez perdu du muscle, vous n'avez plus assez de protéines dans votre alimentation, et en fait, votre corps commence à fonctionner moins bien. Lorsque l'on est dénutri, notre corps commence à fonctionner à l'économie. C'est-à-dire qu'il n'a plus assez de quoi se nourrir, et du coup, il commence à fonctionner à l'économie. Je vais faire fonctionner mieux certaines choses que d'autres parce que j'ai plus assez pour faire fonctionner tout. Ce n'est pas un état qui est très agréable. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte qu'on est dénutri. Mais par contre, notre corps, lui, il s'en rend compte. Et pour lui, c'est compliqué. Pour lui, c'est difficile de continuer à avancer et de faire en sorte que le corps fonctionne correctement. Cet état de dénutrition, c'est le premier état auquel on fait tous très attention soignants dans le monde de l'oncologie et du cancer, parce que c'est un état qui est aggravant pour vous. On doit y faire très attention parce que il est dangereux pour vous, il est dangereux pour les patients. Et il est important d'y faire attention et il est important de le prévenir. C'est-à-dire qu'il est important de ne pas prendre en charge les patients au moment où c'est trop tard, où ils sont dénutris, mais de leur expliquer bien au départ pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans cette situation-là.
Et c'est pour ça que la nutrition, elle est importante, parce que la nutrition, c'est la première des choses qui va vous permettre de prévenir la dénutrition. Le fait de continuer à s'alimenter, le fait d'avoir une alimentation régulière et équilibrée va prévenir la dénutrition, malgré tout. Même si pendant le traitement, cette dénutrition, elle peut arriver. La dénutrition, elle est aussi liée au fait d'avoir peu d'activité physique. Et souvent, lorsqu'on est en traitement ou lorsqu'on est malade, on peut être très fatigué et avoir beaucoup de difficultés à faire des choses. C'est important aussi d'avoir cet état d'activité physique qui va ensemble. La nutrition et l'activité physique, c'est souvent des choses qui sont imbriquées. Le danger principal de cette dénutrition, c'est ce que j'appelle la sarcopénie. Enfin, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la perte du muscle. C'est extrêmement important d'avoir un muscle maintenu pendant les traitements. Souvent, si vous avez vu avec vos oncologues, ils vous ont souvent dit, et la plupart du temps, ils le disent, c'est pas le moment ni de perdre ni de prendre du poids. Votre poids doit rester stable. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils vous disent ça. La première raison, c'est que on va calculer votre chimiothérapie en fonction de votre poids de départ et donc de votre constitution de base. Si je maigris, ma chimiothérapie ne va pas marcher de la même façon. Elle sera peut-être trop forte pour moi. Si je maigris et que je perds beaucoup de muscles, ma chimiothérapie, elle risque d'être trop nocive pour moi et d'être très désagréable pour moi, d'avoir plus d'effets secondaires et que ce soit plus difficile pour mon corps d'y faire face. Donc, quelque chose auquel on va faire attention. Cette sarcopénie, donc cette perte de muscle, elle a ce premier point qui est important, mais il y a d'autres points qui sont importants avec la sarcopénie. On perd du muscle, on perd aussi des capacités. Lorsque j'ai moins de muscle, j'ai moins de capacité pour faire des choses. J'ai plus de mal à mourir, j'ai plus de mal à marcher, j'ai plus de mal à porter des choses, j'ai plus de mal à faire du vélo, j'ai plus de mal à faire plein de choses en fait. Et malgré tout, comme j'ai une forme de dénutrition, c'est que je n'ai pas assez de protéines dans mon alimentation pour pouvoir reconstituer mon muscle, et ben, c'est quelque chose qui va s'engranger petit à petit. Je vais perdre du muscle et je vais en avoir de moins en moins parce que je n'ai pas assez de protéines. Donc mon corps va aller les chercher dans le muscle. Donc je vais en perdre encore du muscle. Et plus ça va, et moins ça va. Donc on y fait hyper attention avec cette dénutrition. C'est vraiment la première des choses qui est vraiment fondamentale pour nous. Et pour vous aussi finalement. Maintenant que vous êtes sensibilisé à cette question de la dénutrition, c'est la première des choses à laquelle il va falloir que vous fassiez attention. Les professionnels de santé en rapport avec la nutrition, et je vais vous expliquer tout à l'heure à qui vous allez pouvoir vous adresser, vont vous aider à faire attention à cette dénutrition. Lorsque vous en avez besoin, on est toujours là. Il y a souvent quelqu'un qui va pouvoir vous tendre la main et vous donner des réponses si vous en avez besoin. Mais ça, c'est des choses auxquelles il va falloir prêter attention lors de votre traitement, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Pas de perte, pas de prise de poids dans le meilleur des cas. Voilà. La dernière des choses qu'on retrouve aussi souvent, je viens de parler de la perte de poids, de la nutrition, c'est son pendant, la prise de poids. La prise de poids, on va la retrouver chez plusieurs patients, plusieurs types de patients. En fait, il y a des gens qui vont maigrir et il y a des gens qui vont grossir, comme dans la vie. Malheureusement, ça, c'est le loto. On ne sait pas toujours ce qu'on va avoir comme numéro. Et certaines personnes seront très tristes d'avoir maigri et certaines personnes seront très tristes d'avoir grossi. Ça, on ne choisit pas. En tout cas, ce sont des choses qui peuvent arriver, liées à plein de choses. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça peut être lié à vos émotions. Oui, ça peut être lié à votre état émotionnel. C'est très difficile de traverser ce que vous traversez. Personne n'a envie de traverser ça. Et c'est compliqué à vivre. Et on n'a pas toujours le soutien qu'on voudrait avoir. On ne se comprend pas toujours. On n'a pas toujours l'impression d'être soutenu par les gens autour de nous. C'est pour ça qu'il y a des assos comme Rose Up qui existent, par exemple, pour avoir des gens autour de vous qui comprennent ce que vous vivez et qui, sans vous juger, vous apportent parfois de l'aide, un soutien. Ça, c'est un premier pas. Mais cette situation et ces sensations émotionnelles que vous pouvez avoir à ce moment-là ne sont pas toujours évidentes. Et parfois, il y a des gens chez qui ça peut induire une perte de poids. Je vais moins bien m'alimenter, créer des troubles alimentaires. Et chez d'autres personnes, ce sera plutôt l'inverse. Je vais prendre du poids. Pas forcément en changeant mon alimentation beaucoup, mais il va y avoir des choses qui vont changer de façon plus ou moins forte, plus ou moins perceptible. Et ça peut induire une prise de poids. Et dire, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Les émotions, ça joue. On n'a pas toujours des solutions pour ça. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on perçoit que c'est une difficulté pour nous, c'est pas facile, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel, de psychiatre, de psychologue. Il y a toujours quelqu'un qui peut essayer de vous aider autour de ça. C'est pareil, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Mais ces émotions, elles peuvent avoir vraiment un lien sur votre nutrition,
sur votre façon de vous alimenter, sur votre façon de gérer l'alimentation. Les prises de poids, elles peuvent être liées aussi à la maladie en elle-même. C'est-à-dire, je peux avoir quelque chose qui est au niveau, je ne sais pas, de la thyroïde, par exemple. Ça va complètement dérégler mes hormones et je vais prendre beaucoup de poids. Voilà, ça peut arriver, hein, et on n'y peut rien. Je peux avoir aussi un traitement à base de cortisone très forte, et souvent, ça fait prendre du poids aussi. Donc ça, c'est des choses, on ne sait pas. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et pourtant, il va falloir y faire attention parce que la prise de poids, elle n'est pas non plus positive. Je vous ai dit tout à l'heure, la prévention qu'on a en risque de santé publique classique, c'est la prise de poids. On y fait très attention. On a du surpoids, l'obésité, on sait que ce sont des choses qui peuvent poser problème. Même s'il y a des gens qui sont en surpoids et obèses, qui sont en pleine forme et qui n'ont aucun problème de santé, mais globalement, on sait que ça augmente les risques de problèmes de santé. Et une prise de poids en post-cancer, c'est pareil, ça augmente aussi les risques de complications, de récidives, de choses qui ne sont pas toujours évidentes à gérer derrière. Donc, on y fait attention aussi un petit peu. Malgré tout, attention, je vous tempère, il peut y arriver qu'il y ait des pertes et des prises de poids qui sont minimes et qui sont passagères. Et donc, on ne se jette pas sur le premier régime à la mode pour perdre les 3 kilos qu'on a pris. On voit, on attend de voir venir, on attend la fin de ces traitements pour voir où on en est, comment ça marche. Je parle de quelques kilos. Je ne parle pas de prise de poids extrêmement importante. Mais tempérons-nous. On n'est pas à 1 ou 2 kilos près. Je parle de plutôt 10 ou 15 kilos de plus ou moins. La nutrition, qui va vous apporter des réponses sur la nutrition, hein? Ça, c'est important parce qu'en fait, c'est un peu la question que vous vous posez en venant aujourd'hui. Alors, vous allez avoir plusieurs types de professionnels qui sont en rapport avec la nutrition dans votre parcours. Le premier que vous pouvez rencontrer, alors, ce qui est vrai, c'est que malgré tout, dans tous les centres d'oncologie en France, il n'existe pas toujours un diététicien, un nutritionniste, un médecin qui soit vraiment, dont le métier n'est uniquement que le rapport avec la nutrition. C'est vrai, malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a pas toujours quelqu'un de vraiment complètement identifié comme rapport à la nutrition. L'important dans ces endroits-là, c'est de poser la question à votre oncologue, qui est-ce que vous pouvez me conseiller, qui est-ce que je peux rencontrer dans mon parcours pour pouvoir avoir de l'aide au niveau de la nutrition. Malgré tout, si jamais vous êtes dans un grand centre, par exemple, peut-être que vous aurez la chance d'avoir à disposition, entre guillemets, c'est-à-dire dans le cercle des gens qui prennent soin de vous, un médecin nutritionniste. Qu'est-ce que c'est un médecin nutritionniste? Un médecin nutritionniste, c'est un médecin soit qui est spécialiste ou qui ne l'est pas forcément, et qui a fait une surspécialité, c'est-à-dire soit il est généraliste, soit il est spécialiste. Et il a fait une surspécialité, c'est-à-dire qu'il a appris encore plus, en nutrition, donc avec le lien avec l'alimentation. Ce médecin, son travail, ça va être de gérer votre rapport, ce qui se passe et votre besoin nutritionnel, de comprendre, de faire des bilans, savoir où vous en êtes. Il peut, par exemple, chercher à savoir si vous êtes nutri ou pas. Voilà. Et il peut prescrire des prises de sang, par exemple, pour aller vérifier votre dénutrition. Ça, c'est quelque chose qui existe dans pas énormément de centres d'oncologie. Le médecin nutritionniste, en France, il n'y en a pas énormément. Il y en a dans certains centres, mais il n'y en a pas énormément. Ce médecin, parfois, quand il n'existe pas, c'est votre oncologue qui fait un peu de nutrition, qui est formé un petit peu sur ça. Ce n'est pas la spécialité unique, mais qui va pouvoir un petit peu vous aider et vous suivre sur ça. Il existe des médecins nutritionnistes qui ne sont pas dans les centres de prise en charge oncologique et vous pouvez aussi les rencontrer en dehors des centres. La nutrition, normalement, n'est pas remboursée en France. Mais comme ces médecins sont des médecins soit généralistes, soit spécialistes, en général, vous aurez un petit remboursement sur les prises en charge. Ensuite, le deuxième professionnel de santé auquel vous pouvez vous adresser, c'est les diététiciens. Diététiciens, diététiciennes. On est des professionnels de santé, je vous mets dedans, parce que c'est mon métier. On est des professionnels de santé qui sont les seuls spécialisés sur l'alimentation en France. Aucun autre professionnel de santé, mis à part le médecin nutritionniste, qui aura fait une spécialisation en plus, n'est spécialisé sur la prise en charge alimentaire. Nous, on existe dans plein de possibilités. Vous allez nous trouver en libéral, comme moi par exemple, vous allez nous trouver en hospitalier, dans les centres qui prennent en charge l'oncologie, dans les centres hospitaliers classiques, dans les cliniques, et vous allez aussi en retrouver dans les associations.
Nous, notre métier, c'est d'évaluer, c'est d'éduquer, de rééduquer tout ce qui se passe, donc d'évaluer votre état nutritionnel, de vous éduquer à savoir comment vous aider à avoir un état nutritionnel cohérent, qui soit bon pour vous. Et vous rééduquer parfois à avoir une alimentation qui soit bonne pour vous. Ça, c'est notre métier à nous. Si vous cherchez un diététicien qui soit spécialisé en oncologie, vous avez un réseau qui s'appelle le réseau Oncodiète, Oncodiététicien, qui vous donnera des numéros de téléphone, des adresses de diététiciens sur toute la France. Mais parfois, vous ne savez pas, mais dans les centres où vous êtes pris en charge, très souvent, il y a un diététicien en fait. Et vous pouvez demander à le rencontrer si vous en avez besoin. Alors, parfois, dans les centres hospitaliers, ils ne sont pas que sur le pôle oncologie, mais en demandant à le rencontrer, vous pouvez complètement avoir un rendez-vous avec cette personne qui peut vous aider s'il y a des difficultés et qui peut vous aider si vous avez des questions à poser. Et ensuite, les autres professionnels qu'il va y avoir autour de vous qui peuvent prendre en charge aussi ces questions de nutrition, ça va être les infirmiers, les aides-soignants que vous allez rencontrer. Eux, ils vont appliquer les prescriptions. Alors nous, alors c'est un petit peu compliqué. Nous, les diététiciens, en hospitalier, on a le droit de faire des prescriptions et qui seront represcrits par les médecins derrière nous, mais en fait, on est capable de vous prescrire des compléments alimentaires, par exemple, si vous en avez besoin, parce qu'on détermine qu'avec votre état nutritionnel, vous avez besoin de compléments alimentaires, on est capable de vous les prescrire. En libéral, je n'ai pas le droit de le faire. Voilà, c'est un peu compliqué. La législation n'est pas encore très claire sur tout ça, mais en tout cas, on les connaît très bien, ces compléments alimentaires, et quand on vous donne des compléments alimentaires à prendre, on sait pourquoi on le fait. Les infirmiers et les aides-soignants, eux, ils seront là pour vous aider à appliquer ces prescriptions que vous avez. Et ils seront là aussi pour vous aider à faire un suivi, voire une surveillance alimentaire. Quand vous êtes hospitalisé, par exemple, très souvent, vous allez avoir une surveillance alimentaire. On va voir ce que vous mangez, ce que vous ne mangez pas, comment ça marche, ce qui est agréable ou pas pour vous. Et ça, souvent, ce n'est pas le diététicien qui passe à chaque repas vous poser la question, c'est plutôt l'aide-soignant qui va regarder et discuter de ça avec vous. Donc, c'est aussi les professionnels de santé qui prennent quelque part soin de votre alimentation. Et la dernière chose auquel vous pouvez peut-être vous référer si ça vous intéresse, c'est les clans. Les clans sont les comités de liaison alimentation et nutrition. Ces clans, ils existent dans tous les établissements de santé et sont des clans interprofessionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des diététiciens à l'intérieur. Souvent, il y a un diététicien ou une diététicienne ou un médecin nutritionniste et d'autres médecins, d'autres infirmiers, d'autres aides-soignants. C'est vraiment quelque chose qui est pluriprofessionnel. Son principale mission, c'est de surveiller et de prévenir dans les institutions de santé les dérives nutritionnelles, la malnutrition et la dénutrition. Ils travaillent vraiment à limiter le plus possible la nutrition et la malnutrition quand vous êtes pris en charge au niveau hospitalier. Et ça aide les soignants à avoir des missions et ça leur permet de développer des missions pour une meilleure prise en charge de la fonction de la nutrition dans le milieu hospitalier, en fait. Ces clans, ils existent dans tous les établissements de santé. Si vous avez des difficultés avec votre établissement de santé, vous pouvez vous retourner vers les clans et leur poser des questions, savoir ce qu'ils ont mis en place, savoir ce qui est possible pour vous. C'est trouvable absolument dans tous les établissements de santé. Voilà vers qui vous pouvez vous tourner si vous avez des questions à poser. Maintenant, vous allez me dire, c'est très bien, je sais à peu près à qui faire confiance, mais je les trouve comment, moi, les médecins et les nutritionnistes Je vous l'ai dit, dans votre centre de suivi, vous pouvez retrouver un médecin, un diététicien, des infirmiers, des gens qui vont être en capacité de vous donner la réponse. En libéral, tout à l'heure, je vous ai parlé du réseau Oncodiète. Donc ça, c'est en libéral, vous trouvez des diététiciens spécialisés. Vous trouvez des médecins nutritionnistes aussi en libéral. Il n'y a pas de problème avec ça. En libéral, je vous fais une petite parenthèse. Faites attention, la nutrition, c'est quelque chose qu'on mange tous. Et tout le monde est persuadé de savoir comment il faut manger. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. J'ai fait quelques études pour pouvoir savoir à peu près de quoi je parle. Ce n'est pas toujours le cas. En France, les seules professions qui sont obligées d'avoir un diplôme pour pouvoir être nutritionniste,
ce sont les diététiciens et les médecins nutritionnistes. Les autres nutritionnistes, ceux qui n'ont pas accolé médecin ou diététicien à leur nom, ne sont pas obligés d'avoir un diplôme. Les autres professionnels de santé qui peuvent avoir un diplôme n'ont pas de spécialité en nutrition. Et les autres personnes qui ne sont pas professionnels de santé, c'est-à-dire qui n'ont pas un numéro ADI, ont des diplômes parfois, parfois pas. Ça, je ne sais pas. Ça dépend des professionnels. Mais en tout cas, les conseils qu'ils peuvent vous donner ne sont pas toujours parfaits. Et il faut faire attention et marcher sur des œufs avec les conseils que l'on peut vous donner. Si quelqu'un vous donne un conseil bizarre, du style arrêtez vos traitements et ne mangez, je ne sais pas, hein, que des cuisses de grenouille, commencez à vous demander si c'est bien cohérent comme conseil. Je sais que je grossis beaucoup le trait quand je dis ça, mais il y a eu quand même beaucoup de dérives sur des prises en charge de patients sur ces dernières années. Moi et mes collègues, on voit des choses parfois qui nous font un peu peur. Il y a eu des dérives qui sont assez graves. Il y en a même qui sont en jugement en ce moment. De soins ou de conseils alimentaires qu'on a pu donner à des patients, où on a pu leur dire ne faites pas de traitement, on a pu leur dire arrêtez de manger telle chose et mangez plutôt telle chose, ne mangez que des jus, ça j'ai déjà vu, faire des jeûnes, faire des choses comme ça. À partir du moment où on vous vend des choses qui sont miraculeuses, non pas que je ne crois pas au miracle, mais c'est pas toujours évident de devoir faire confiance à ces gens-là. Voilà. On va dire, gardez votre parabolique et posez-vous parfois la question de bon, est-ce que ça a l'air mirobolant et fabuleux? Peut-être que ce n'est pas complètement magique, sinon tout le monde le ferait. Malgré tout, moi, je vous ai identifié les professionnels de santé qui sont ceux à qui vous pouvez faire confiance. Il reste aussi d'autres endroits où vous pourrez avoir des vraies aides en nutrition, ce sont les associations. Il existe de nombreuses associations qui travaillent autour de la question du cancer. Rose Up en fait partie, hein, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y existe aussi la Ligue, par exemple. Il existe d'autres associations, jamais, bon, enfin, il y en a plein. Et dans ces associations, il y a des professionnels de santé comme moi qui interviennent et qui peuvent vous donner des conseils et qui peuvent voilà, vous aider. Je sais qu'il y a des endroits où on peut avoir des consultations du diététique, par exemple, soit très peu payantes, soit prises en charge. Parce qu'il y a ça aussi dont je n'ai pas parlé, en libéral, les consultations diététiques sont payantes et elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Elles peuvent l'être par certaines mutuelles, mais elles ne seront pas par la sécurité sociale. Donc, il faut vous renseigner auprès de votre mutuelle pour savoir ce à quoi vous avez droit. La dernière des choses dont je vais vous parler, c'est où est-ce que vous pouvez avoir des renseignements qui sont cohérents, juste en termes scientifiques, et que vous pouvez aller chercher toute seule ou tout seul sur Internet. Parce que Internet, c'est une mine d'or de tout et son contraire. Moi, je vais vous donner un repère. Alors, ce repère, c'est le réseau NACRE. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, voici, vous êtes avec moi. Et donc, le réseau NACRE. Le réseau NACRE, c'est, comme son nom l'indique, un réseau de nutrition, d'activité physique, de cancer et de recherche. En fait, c'est vraiment le repère pour pouvoir savoir où on en est au niveau scientifique de la relation entre le cancer et l'alimentation. Si vous voulez avoir des informations sur qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je ne dois pas manger, globalement, hein, parce que ça n'est pas des rendez-vous individuels, on ne va pas vous donner des réponses personnelles. Mais globalement, si vous voulez avoir des renseignements et si vous voulez vous poser la question de est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est pas bien, vous venez sur ce site internet et vous aurez des réponses sur ce site internet. Parce que c'est leur métier. Ce sont que des gens qui sont spécialisés, qui sont des professionnels de santé, spécialisés dans la nutrition et le cancer, et qui vont essayer de compiler tout ce qui se fait comme études dans le monde, au niveau scientifique, et qui vont pouvoir vous dire, il vaut mieux faire ci, il vaut mieux pas faire ça. Vous allez vous balader, vous allez voir, il y a plein de choses différentes. Ce qui est intéressant, c'est que globalement, avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce sont vraiment des informations qui sont scientifiquement prouvées et
mise à jour tous les jours. Donc, si vous avez des vraies questions à vous poser, c'est ici que vous trouverez les réponses. Nous, en tout cas, professionnels de santé, qui travaillons dans ce domaine-là, c'est là qu'on vient chercher nos réponses. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est des choses qui restent vraiment capitales à faire. Voilà, globalement, je vous ai présenté globalement tout ce qui était important à savoir. Maintenant, je vais répondre après aux questions et aux réponses. Enfin, aux questions que tu as pu avoir, Charlotte. Oui, alors j'en ai eu quelques-unes, donc je commence dans l'ordre, hein, mesdames. Mhm. Donc Irène qui nous demandait comment on peut renforcer notre système immunitaire pour nous renforcer face au cancer et récidive. Alors, renforcer son système immunitaire, c'est quelque chose qui est global. C'est pas seulement avec l'alimentation. L'alimentation va aider, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir une alimentation qui est, comme je disais tout à l'heure, pardon, je cherche mon truc, qui est équilibrée. C'est-à-dire, comment j'équilibre une assiette, j'essaie d'avoir un peu de tous les nutriments à l'intérieur de mon assiette. Globalement, j'ai besoin d'avoir une part de protéines, animale, végétale, peu importe, mais une part de protéines dans mon alimentation. J'ai besoin d'avoir une part de féculents, donc de sucre lent dans mon alimentation, pâtes, des pommes de terre si vous voulez. Et j'ai besoin d'avoir une part aussi plutôt complète. Voilà. Et j'ai besoin d'avoir une part de légumes dans mon alimentation, une part de légumes qui soit importante. On est des omnivores, on est censé manger en majorité de légumes et après du reste à côté parce qu'on a besoin du reste. C'est-à-dire que globalement, votre assiette, c'est moitié de légumes et le reste. J'ai besoin aussi d'avoir des fruits et j'ai besoin aussi d'avoir des produits laitiers. Vous regarderez dans le raisonnacre, les produits laitiers ont plutôt bonne presse au niveau du cancer, plutôt que mauvaise presse. Après, ce sont des choix personnels. En tout cas, pour pouvoir renforcer mon système immunitaire, déjà, si j'apporte à mon corps tout ce dont j'ai besoin, c'est déjà une bonne chose. Et le plus j'aurai de vitamines dans mon alimentation, donc de vitamine C, qui sont des vitamines antioxydantes, et plus j'aurai un système immunitaire qui va être intéressant. La vitamine D aussi est intéressante pour mon système immunitaire. Les bonnes graisses vont être intéressantes pour mon système immunitaire. Tout ce qui est oméga 3 sont des choses qui sont anti-inflammatoires et, on va dire, qui enrichissent beaucoup notre système immunitaire. Et puis, le plus je vais varier mon alimentation, le mieux c'est. Mon microbiote, vous avez peut-être déjà tous entendu parler des bactéries qui sont dans notre intestin. Mon microbiote fait beaucoup partie toutes ces bactéries, si elles sont en bonne forme, elles vont m'aider à avoir un système immunitaire intéressant. Donc, c'est pareil, il faut que j'ai des choses qui les nourrissent. Qu'est-ce qui les nourrit? Les fruits, les légumes en particulier. Les légumineuses vont être intéressantes pour lui aussi. Et puis, tout ce qui va être aliments fermentés, par exemple le fromage, le yaourt, la choucroute, les boissons fermentées comme le kombucha, par exemple. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui vont nourrir notre microbiote. Tout ça, ce sont des choses qui sont intéressantes. Ça reste la base. Manger équilibré, manger varié et avoir une bonne alimentation riche en fruits et légumes et riche en légumineuses et en produits plutôt complets. Alors, je pense que Milarka nous posait une question qui était en rapport avec ça. Qu'est-ce que tu penses de l'huile de Nigel? Est-ce qu'elle est bénéfique? Et par exemple, est-ce qu'on pourrait la mélanger ou à un yaourt ou quelque chose dans ce genre? Alors, l'huile de Nigel, c'est une huile qui est riche en oméga 3. Ouais. Oui, elle est bénéfique. Après, elle est plutôt chère et comme toutes les huiles riches en oméga 3, elles sont plutôt chères. J'en ai jamais goûté. Je ne sais même pas si c'est bon ou pas au goût. Mais oui, on pourrait En fait, à partir du moment où on utilise des huiles qui sont riches en oméga 3, il ne faut surtout pas les chauffer. Donc, jamais les mettre dans quelque chose qui va les cuire. Hein. Globalement, c'est ça le plus important. Et il faut surtout les conserver au frais. Donc, ce sont des huiles qui ne supportent pas du tout la chaleur. Donc, on les met au frais, même si elles durcissent, hein, c'est pas grave. Et il faut qu'elles soient aussi opaques, dans des contenants opaques, pour éviter d'avoir de la lumière. Et ensuite, on va les mélanger avec n'importe quel aliment à partir du moment où on ne le chauffe pas. D'accord. Oui, pourquoi pas un yaourt, hein, Ok. Alors, Milarka nous demandait aussi, est-ce que tu as des livres à conseiller pour une alimentation anti-cancer? Et après, est-ce que tu pourras nous donner ton avis sur le jeûne? Alors, je les mets tous un peu ensemble, tu le sais, c'est pour ça que tu m'as dit ça ensemble. Voilà. Il n'y a pas. Alors, vous regarderez dans le raisonnacre, vous regarderez ce qu'ils disent. Hein. Aujourd'hui, je n'ai absolument aucune preuve scientifique qu'il faille jeûner ou avoir un régime spécifique pendant qu'on a un cancer, avant qu'on ait un cancer ou après qu'on a un cancer.
Il faut écouter ces messages de prévention classiques, c'est-à-dire je dois manger équilibré, je dois manger varié, je dois essayer d'avoir pas trop de viande rouge dans mon alimentation, pas trop de charcuterie. Enfin, en fait, je dois avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Ça, ce sont des vrais repères. Qu'est-ce que je pense personnellement du jeûne en soi? Pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre le jeûne. Par contre, le jeûne, ça ne se fait pas pendant un traitement de cancer. Pour quelle raison? Et je vous l'ai expliqué en fait, sans vraiment vous l'expliquer, à cause de ces risques de dénutrition et à cause de ces risques de sarcopénie qui sont extrêmement dangereux lorsque l'on a un cancer. Ce que l'on veut, c'est que votre état nutritionnel soit bon, que vous ayez assez de protéines, assez de lipides cohérents dans votre corps et que vous puissiez faire face à un traitement qui peut être parfois très lourd. Ou en tout cas, un moment de votre vie où votre corps fonctionne à plein régime pour essayer de se battre contre un envahisseur. Si vous jeûnez, malgré tout, aujourd'hui, selon l'état des connaissances scientifiques que l'on a, si vous jeûnez pendant une chimio, ça ne fait qu'affaiblir votre système immunitaire, ça ne fait qu'affaiblir votre corps en général. Même si vous n'avez pas cette impression-là, parce que le jeûne, ça implique une mise de votre corps, une espèce de pilote automatique, si vous voulez, c'est une espèce de zone de sécurité qui va se faire avec un jeûne et qui va faire qu'on va créer ce qu'on appelle des corps cétoniques. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le sucre dans notre corps, on va utiliser le gras. Et que quand on va commencer à passer dans une utilisation de corps cétonique, on va avoir une espèce d'énergie énorme qui va arriver. Bah oui, parce que les corps cétoniques sont beaucoup plus énergétiques, ils nous apportent plus d'énergie que les sucres en fait. Donc on va avoir l'impression d'avoir énormément d'énergie et d'avoir une grosse patate. Sauf qu'en fait, tout ça, ça demande à notre corps de bosser vachement plus que normalement. Et qu'en fait, on le fatigue quand on fait ça. C'est pas l'idéal idéal. Vraiment, en soi, si vous avez envie de faire un jeûne, faites un jeûne. Mais ne faites pas pendant une chimio, ni avant, ni après, ni juste avant, ni juste après. C'est pas le moment. Vous ferez ça avant, bien avant vos traitements, après, bien après vos traitements. Si ça vous fait plaisir, il n'y a aucun problème. Mais pas sans moi. Voilà. Voilà, tout est dit. Merci. Mais je vous en prie. Et pareil pour ces régimes soi-disant bons ou pas bons pour le cancer. Aujourd'hui, selon l'état de nos connaissances scientifiques, je sais, hein, je pense à plein de professeurs qui ont écrit des super livres. Euh, oui, mais en fait, si vous voulez, il y a plein de choses qui ont été écrites ou plein de régimes qui ont été testés sur des gens et qui ont fonctionné sur une personne et pas du tout sur les 45 autres. Donc c'est très bien, on peut tous tester plein de choses au niveau alimentaire, on est maître de ce qu'on met dans notre bouche, il n'y a aucun problème avec ça. Malgré tout, donner une solution pour 1 million de personnes qui vont acheter un bouquin, moi, je trouve ça toujours un peu compliqué. Mon métier, c'est le métier de la personnalité. Je travaille face à des gens et je m'occupe d'une personne en particulier. Et dans toute sa globalité, dans ses habitudes, dans sa vie, dans ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, dans ce qui se passe autour de lui. Je ne peux pas me permettre de lui dire « lis ce bouquin et tu vas voir, avec tout ça, ça va marcher du tonnerre ». Ce serait hyper bien parce que finalement, on n'aurait pas besoin de prendre autant de temps pour faire les choses séparément. Et on pourrait juste dans notre lit le soir se dire tiens, si je fais ça, ça va aller beaucoup mieux. Mais malheureusement, pour moi, c'est pas toujours très efficace. Ça pourrait, hein, pourquoi pas. Mais j'ai aucun livre qui va pouvoir vous dire faites ça, ça va être super bien. Prenez soin de vous personnellement, ça c'est la bonne solution. Vous voulez des vrais conseils personnalisés, allez consulter Julie et ses confrères. Oui, et c'est mes consoeurs, mes confrères qui sont partout en France. Voilà, c'est ça. Alors, bon, pour passer à une autre question, je vais te demander de la part de Virginie, est-ce que tu as des aliments à conseiller en cas de baisse des globules blancs? C'est pareil, les globules blancs, c'est votre système immunitaire. Alors non, il n'y a pas d'aliments particulièrement qui vont regonfler vos globules blancs. Alors, à la base des globules rouges, oui, on mettrait du fer, en fait, on vous donnerait des aliments riches en fer. Pour les globules blancs, c'est vraiment une question de système immunitaire global qui est souvent affaissé selon les traitements que vous pouvez avoir, ça peut être très affaissé. Là, il faut essayer de manger un petit peu. C'est vraiment une question de varier son alimentation le plus possible. Ce qui est possible pour vous. Attention, on fait ce qu'on peut, c'est déjà très bien. D'accord? Parce que souvent, quand on a une baisse comme ça, c'est qu'on est en traitement et qu'on est un peu fatigué. Donc, il faut essayer de manger des choses qui vous apportent des vitamines et des minéraux. Encore une fois, les légumes et les fruits, c'est une vaut mieux que ça, un peu de protéines pour aller avec ça. Et n'oubliez pas les féculents. Tout à fait. Et on fait ce qu'on peut, c'est très important. Alors, Carole nous demandait également, est-ce que le lait de vache est-il conseillé pendant les traitements ou est-ce qu'il faut mieux privilégier d'autres laits, genre lait de brebis ou de chèvre, par exemple?
C'est marrant, hein, ce truc sur le lait, là, c'est vraiment, ça fait des années qu'il y a vraiment un combat sur le lait. Alors, le lait de vache, le lait de brebis, le lait de chèvre, celui que vous aimez, ou même encore mieux, varier, manger plein de laits différents, c'est super. Ils vont apporter des choses différentes, ils sont plus ou moins gras, il y a plus ou moins des gras différents. Très bien. Ce qui est essentiel dans l'alimentation, c'est vraiment la variété. Donc, varier. Il y a vraiment, alors, sur l'état des connaissances scientifiques, les produits laitiers en général ont plutôt bonne presse, ils sont plutôt préventifs des cancers. Donc, je ne vais pas vous dire, non, ne consommez pas du tout. Parce que, par exemple, au cancer du côlon, on sait que les gens qui ont une consommation de produits laitiers, donc de fromage ou de yaourt régulière, sont plus protégés que ceux qui n'en ont pas. Donc, tous les produits laitiers apportent des choses un peu différentes. On a la chance d'être dans une société avec des capacités de choix infinies. Mangez de tout. Et mangez ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir. Voilà. Le plaisir, c'est vrai que c'est quand même super important. Mais Virginie nous demande, est-ce qu'il faut éviter de manger des plats épicés? Alors, pas forcément, ça dépend de votre traitement. Si vous êtes en période de chimio, oui, peut-être parce que votre bouche peut être touchée par la chimio, ou votre intestin aussi d'ailleurs. Si vous avez l'habitude de manger épicé, que vous aimez ça et que vous n'êtes pas en chimio, oui, vous pouvez manger épicé, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas trop l'habitude, ça peut peut-être un peu faire mal. Et même si vous avez l'habitude, mais que la bouche est un peu touchée, ouais, évitez l'épicé. Ça dépend de où vous en êtes de vos traitements, je pense surtout. Mm. Je ne vous spoil pas, hein, tout le monde sait qu'on peut avoir des grosses difficultés de bouche pendant les traitements du cancer. Hein. Et les épices ne sont pas des amis. Lorsque l'on a une bouche pleine d'aft, par exemple, vous doutez bien que ça ne fait pas du bien. Donc, en soi, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison de s'interdire de manger épicé. Ce à quoi il faut faire attention, c'est parce que sous ces questions-là, parfois, il y a d'autres questions. Et souvent, c'est des questions de compléments alimentaires que je vais retrouver là-dessous. Ce à quoi il faut faire attention, c'est pas d'avoir un peu de curcuma ou un peu de gingembre ou un peu de telle et telle épice dans mon alimentation. Ce à quoi il faut faire attention, c'est pas de prendre de compléments alimentaires qui sont ultra dosés de certaines choses, comme par exemple de la curcumine ou du gingembre, ce genre de choses, qui peuvent parfois perturber les traitements que vous avez. Voilà. Mais les compléments alimentaires, il ne faut jamais, jamais, jamais les prendre sans savoir. On pose toujours la question au pharmacien au minimum, voire à l'oncologue, avant de prendre un complément alimentaire. D'accord. Alors, Carole qui demande, est-ce que la tomate est déconseillée en cas de muqueuse buccale abîmée par les traitements? Et la tomate, c'est acide, c'est un pH autour de 4, et ça peut faire mal à la muqueuse, effectivement. On va y faire attention. Après, ça reste des choses qui sont un peu personnelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont tolérer plus ou moins bien. Mais ça reste un aliment acide. Hein. En soi, ce n'est pas gênant pour l'estomac, mais pour la muqueuse de la bouche, ça peut faire mal. Donc oui, on va faire attention à la tomate. Et on va faire attention à plein d'autres choses. N'hésitez pas, il y aura des webinaires aussi plus tard dans l'année. On en a fait un il n'y a pas longtemps, mais sur l'alimentation pendant les traitements avec tous ces effets secondaires, vous pourrez suivre à ce moment-là. On vous donnera vraiment des réponses précises à ce moment-là. Il y a peut-être des replays qui sont possibles, je ne sais pas. Alors, il y a quelques replays qui sont disponibles, mais le mieux, c'est de regarder le programme des prochains. Voilà. Alors, Cécile nous demande, que conseillez-vous pour pouvoir prendre l'apéro à distance des injections? L'alcool est-il à bannir pour la totalité des traitements? Alors non, l'alcool n'est pas à bannir à 100% pour la totalité du traitement. Alors c'est sûr que proche d'une chimio, on a rarement envie de se prendre une cuite. Malgré tout, vous pouvez boire un verre d'une façon très sporadique de temps en temps parce que ça vous fait plaisir. Voilà, c'est pas à bannir à 100%. C'est juste une consommation régulière qui est vraiment pas recommandée pour le coup. Mais si, moi j'ai une patiente qui me disait ouais, mais ma fille elle a son diplôme, bah oui, du champagne, tout va bien. Le tout, c'est d'être excessif. Ouais, c'est une question de régularité aussi. Moins je suis régulier, le mieux c'est. Si je bois un verre par semaine, ça va. Si je bois un verre par jour, c'est déjà plus la même histoire. Bah, écoute, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme question, mais n'hésitez pas, mesdames, si vous en avez d'autres, on a encore un petit peu de temps. Hein, donc... Je vais vous donner un autre truc chouette à aller voir sur Internet, donc on y est, puisque c'est notre média aujourd'hui. Bah oui, allons-y. Je ne sais pas si le partage d'écran est toujours valable. Oh oui, c'est bon, ouais. c'est bon. Alors, je vous montre ça parce que il y a quelques années, Biogarant, qui est un laboratoire pharmaceutique, avait sorti un petit livret hyper bien fait
sur l'alimentation pendant le cancer. Et maintenant, ils ont fait mieux, ils ont fait un site internet, donc c'est encore mieux. Et vous voyez, l'alimentation, activité physique, émotion, tout ce dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, il y a plein de trucs chouettes à aller voir en rapport avec ce qui se passe pour moi en lien avec la nutrition et le cancer. Et il y a plein de recettes qui sont chouettes. Parce que souvent, vous cherchez des recettes. Donc là, il y a plein de trucs chouettes à tester, qui peuvent être des choses plus ou moins compliquées à faire. Et ça varie. C'est pas tout le temps les mêmes. Ils les changent régulièrement. Vous allez avoir des trucs sympas à regarder. Ah oui, donc Celui-là, il est chouette. vaut mieux aller faire un tour régulièrement pour avoir des nouvelles recettes. Ouais, c'est ça. À midi moins 10, ça donne quand même l'eau à la bouche. Oui, ça a l'air sympa. Crème d'artichaut, ça a l'air chouette. Ouais. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que c'est en fonction aussi des difficultés qu'on peut avoir. Altération du goût, difficulté de mastication, si j'ai la diarrhée, si j'ai des aftes, voilà. Ils donnent plein d'aides pour ça et ça, c'est vraiment chouette parce que il n'y a pas qu'eux qui font ça. Mais je trouve que leur était pas si mal. Plutôt bien fait. Oui, ça a l'air bien. Ouais. Alors, le nom du site, c'est contre... Cancer, on fait équipe. Voilà, contre le cancer, on fait équipe. Mévarka, je sais que vous êtes adhérente à la Maison Rose de Paris. Et on a un petit fascicule de cette chose-là. Oui, le fascicule de Biocarant. En voilà, fait, de Biogarant. c'était vraiment... c'est une diète et Grégory, là, Ouais. C'est ça, c'est mieux dans mon assiette. C'est ce fascicule-là. Là. Voilà, c'est ça. Il existe en physique, mais il n'y en a plus beaucoup. Et il était donné dans les pharmacies et il n'a pas été réimprimé. C'est pour ça que. Mais je sais qu'il nous en reste encore quelques-uns. Voilà. Et il est hyper bien si vous le trouvez. Enfin, si vous l'avez, il est très très bien. Pour les autres personnes qui sont dans d'autres parties de la France, il existe dans certains hôpitaux des fascicules qui ont été faits par les diètes des hôpitaux. N'hésitez pas, surtout, mais n'hésitez jamais lorsque vous avez des rendez-vous à demander à rencontrer la diète du service Sanko ou la diète de l'hôpital. Hein. Souvent, elles ont plein de super trucs à vous donner, plein de conseils, plein de fascicules, plein de trucs intéressants à voir. Elles sont là pour ça. Hein. Enfin, c'est pas parce que vous ne nous voyez pas qu'on n'est pas là, en fait. Souvent, on est un peu caché parce que la plupart du temps, les diètes, elles sont pluridisciplinaires, elles font tout l'hôpital ou pas loin de faire tout l'hôpital. Et donc, vous ne les voyez pas forcément. Mais demandez à les rencontrer, vous pouvez avoir rendez-vous avec elles, ou vous pouvez peut-être faire un atelier, je sais que ça dépend des endroits, hein, c'est très différent. Et elles ont souvent plein de trucs à vous filer et des fascicules comme ça qui sont hyper intéressants et qui peuvent vraiment vous apporter plein de réponses à vos questions. D'accord. Donc, n'hésitez pas. Carole nous demande, est-ce que le pamplemousse est toujours à éviter après la fin des chimios? Non, c'est vraiment lié au traitement médical, le pamplemousse. Donc, à partir du moment où on n'avale plus de traitement médical, on peut y aller. Voilà. Si vous avez fini, Carole, ou si vous êtes sur le point de finir, vous pouvez aller en racheter pour en manger bientôt. Oui, et puis c'est surtout, il faut le prendre à distance du moment où vous prenez les médicaments, mais si c'est 2 ou 3 jours après, il n'y a pas de problème. Ok. Écoutez, si vous avez encore des questions, dites-nous. Magali nous dit que c'était super intéressant, déculpabilisant et plein d'infos. Donc, merci Julie. Avec plaisir. Je vais peut-être arrêter de partager mon écran. Vous allez arrêter de voir des fraises, je suis désolée. En tout cas, oui, c'est vrai que c'était encore plein d'infos. Donc, merci beaucoup, Julie. Et surtout, merci à vous, mesdames, d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis, de nous avoir posé toutes vos questions, parce que c'est aussi ce qui fait vivre le webinaire. Donc, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup. Magali, vive la variété et le plaisir. Ouais, vous avez. Absolument. En nutrition, c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Ouais, c'est un bon mot. C'est un bon mot. C'est un bon mot de la fin. Vive la variété et le plaisir.
Écoutez, merci mesdames d'avoir été avec nous. Carole aussi nous remercie, enfin surtout toi, hein, parce que forcément c'est toi qui donnes les infos. Virginie aussi, merci. Merci à toutes. Bon après-midi, oui, et bon appétit. Vous pouvez aller donc sur le site, hein, vous faire les petites recettes, hein, si vous êtes en forme. Ça donnait bien envie. Merci à toutes mesdames, merci Julie, et Merci à très Charlotte. bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir, Au revoir. Bonne journée à tous. bonne journée à toutes.